Opération de rétorsion américaine sur l'Irak. 27 missiles lancés sur plusieurs cibles à l'intérieur du pays. Bagdad affirme que ses troupes poursuivent leur retrait du Kurdistan. À Jumet en Belgique, les enquêteurs découvrent de nouveaux ossements humains dans l'une des maisons du pédophile Marc Dutroux. Il pourrait s'agir des corps des deux jeunes filles disparues en août 1995. Un triste record d'Europe, 20 tonnes de cannabis saisies à Rouen en provenance de Colombie. C'était la rentrée des classes aujourd'hui pour 10 millions d'enfants des écoles primaires et des collèges. C'est gai la rentrée, ma chérie. Regarde, regarde, montre ta jolie fille. Ça te plaît de rentrer à l'école? Non. Ça va venir, hein, tu vas nous apprendre des chansons. Vous visitez votre école, mes enfants? Oui. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous reviendrons bien entendu tout à l'heure sur la rentrée des classes en France, mais d'abord donc l'Irak. 27 missiles tirés la nuit dernière par la marine et l'aviation américaine sur des cibles choisies à l'intérieur du pays. C'est la réponse des États-Unis à l'intervention des troupes irakiennes au Kurdistan. Pour l'instant, l'opération décidée par le président Bill Clinton est terminée. De leur côté, les Irakiens réaffirment qu'ils continuent de se replier de la région où ils étaient intervenus ces jours derniers. Mais dans ce type de conflit, rien ne permet de dire que l'affaire est close. Éric Meunier. Une quinzaine de fois ce matin, les navires de guerre américains ont craché leur Tomahawk vers l'Irak. Au même moment, d'autres missiles étaient lâchés sur les mêmes objectifs au sud par des bombardiers B-52 de l'US Air Force. Les objectifs, tous militaires selon Washington, rampe de missiles, installations de défense antiaérienne, mais aussi sur des zones d'habitation, rétorque Bagdad, qui annonce 5 morts et 19 blessés. Les raids ont certainement été très efficaces, a affirmé le commandant en chef adjoint des forces américaines. Mais le Pentagone ne dispose pas encore de bilan des dégâts. Pour les États-Unis, il s'agit de faire payer à Saddam Hussein, c'est le terme employé, l'offensive déclenchée le week-end dernier au Kurdistan irakien. Alliée à l'une des factions kurdes, l'armée irakienne a bombardé puis pris la ville d'Erbil, commettant, selon certaines sources, de nombreux massacres. Bill Clinton a tenu informer ses alliés avant de lancer l'opération. Londres a approuvé et apporté un soutien logistique. Paris n'a ni participé ni soutenu les représailles américaines. Pour l'instant, l'opération est terminée, mais Washington n'exclut pas de nouveaux raids si aucun retrait irakien n'est constaté sur le terrain. Les États-Unis ont d'ores et déjà décidé une extension de la zone d'exclusion aérienne jusqu'au sud de Bagdad. Saddam Hussein a, comme à son habitude, soufflé toute la journée le chaud et le froid, promettant d'abord de détruire au nom de Dieu tout avion hostile violant son espace aérien. Il a laissé à son vice-premier ministre, Tarek Aziz, le soin d'annoncer que le retrait irakien du Kurdistan serait achevé dès ce soir. La télévision irakienne a comme précédé l'événement. Sans indiquer la date du tournage de ces images, elle montrait aujourd'hui les rues d'Arbil calmes et sans présence militaire aucune. Alors pourquoi le président américain s'est-il décidé à intervenir seul, même s'il a prévenu ses alliés? C'est la question que l'on doit se poser ce soir. Les États-Unis entendent bien montrer qu'ils demeurent les gendarmes du monde. Peut-être ont-ils décidé également de se débarrasser du président Saddam Hussein, ou encore s'agit-il d'une opération nécessitée, disons, par des raisons de politique intérieure? L'Amérique doit élire, vous le savez, son président au mois de novembre. New York, Philippe Gassot. Lancés par mer ou par air, ce sont au total 27 cruise missiles d'1 million de dollars pièce qui sont venus frapper les positions de guidage de l'armée de l'air ou de la DCA irakienne. Le président américain dénonce les agissements de Saddam Hussein. De telles actions réclament des réponses fortes, et ils en ont reçu une. De bonne heure ce matin, j'ai demandé aux forces américaines d'attaquer l'Irak. Nos missiles ont envoyé notre réponse à Saddam Hussein. Quand vous trompez votre propre peuple ou menacez vos voisins, vous devez en payer le prix. Côté opposition républicaine, Bob Dole déclare soutenir tous les Américains actuellement en uniforme. Il s'en est pris à Bill Clinton, qui selon lui s'est montré faible auparavant avec l'Irak. Il souhaite que cette fois, on en termine avec le maître de Bagdad. L'armée américaine, elle, est toujours sur le pied de guerre. Philippe Gassot en direct avec nous de Washington. D'abord, Philippe Gassot, aux États-Unis, c'est vrai que dans certains milieux, on parle d'une opération, disons, de politique intérieure, électorale.
Oui, je crois que c'est allé un peu trop vite parce que si l'on est le candidat Clinton, si l'on a 21 points d'avance sur Bob Dole, on fait très attention que cette avance ne s'amenuise. Il faut la garder jusqu'au 5 novembre, le jour de l'élection présidentielle. Donc les conseillers du candidat Clinton lui répètent tous les jours qu'il ne faut pas commettre la moindre erreur. Et lorsqu'on met le doigt dans une affaire comme l'affaire irakienne, on n'est jamais sûr que cela va bien se passer. Donc je ne crois pas que ce soit j'allais dire, une opération électoraliste. Il faut dire également que Bill Clinton, lui, est face à une opinion publique et il ne pouvait pas répondre à cette opinion publique en lançant une nouvelle recommandation diplomatique. Là, il a fallu qu'il bascule du côté de l'armée et il a envoyé des cruise missiles, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris de risque pour l'armée américaine. Les cruise missiles, je vous le rappelle, ont un rayon d'action de plus de 2500 km. Donc, il a envoyé des engins très sophistiqués sur des cibles bien repérées et on a pu s'apercevoir avec le bilan, même s'il y a des victimes à déplorer du côté des Irakiens, ce n'est pas le massacre qu'on pouvait redouter. Bien, alors dernière chose, Philippe, est-ce que l'on considère l'affaire comme close ce soir à Washington? Bien, je peux vous dire qu'au Pentagone, on a toujours un doigt sur la gâchette. Si le président Saddam Hussein n'a pas compris, car il s'agissait d'un message, n'a pas compris le message des Américains, il pourrait très facilement en recevoir un autre. Et si l'on croit l'opposition républicaine, qui est beaucoup plus va-t-en-guerre que le président Clinton, peut-être parce que cette opposition n'est pas au pouvoir, eh bien, si l'on suivait ces républicains, on considérerait que cette salve de cruise missiles pourrait être le début de la fin pour Saddam Hussein. Merci Philippe Gassot. Alors parmi les alliés des États-Unis, nous le disions tout à l'heure, Londres approuve totalement l'action américaine, Bonn également. En revanche, l'Espagne et de manière encore plus nette la France observe une attitude beaucoup plus réservée. C'est le moins que l'on puisse dire, Philippe Arroy, au Quai d'Orsay. Vous avez raison Daniel. Disons tout de suite que la France ne condamne pas l'opération américaine, disons qu'elle prend tout simplement ses distances. C'est vrai que Jacques Chirac a été informé par Bill Clinton, c'est vrai que la France et les États-Unis et la Grande-Bretagne notamment n'ont pas participé à cette opération alors qu'ils ont des avions dans la région. On sait évidemment à Paris que Saddam Hussein joue avec le feu constamment, mais on estime que dans ce cas précis, Bill Clinton a réagi beaucoup plus pour des considérations électorales que diplomatiques. Cela dit, à Paris on est inquiet pour deux raisons. La première, c'est que cela complique le jeu dans la région, une région déjà volatile, d'autant que le monde arabe dans l'ensemble est hostile à l'opération américaine. Et deuxièmement, cela risque de pénaliser la population civile irakienne si l'opération voulue par les Nations Unies, vente d'une partie du pétrole irakien contre échange de nourriture, n'a pas lieu. Peut-être que quelque part cela arrange Saddam Hussein, mais sûrement pas les Occidentaux. Merci messieurs pour ces explications diplomatiques. Alors après l'intervention américaine, on peut se demander également pourquoi le président irakien Saddam Hussein a décidé cette intervention au Kurdistan alors qu'il devait connaître les risques encourus et que son pays est dans une situation, on vous l'a dit, économique dramatique, toujours frappée par le boycott international dont la levée est sans aucun doute repoussée à beaucoup plus tard alors qu'il devait être en partie levé très prochainement. Explication Dorothée Olyric. Hommes, femmes, enfants, depuis la guerre du Golfe, tous survivent grâce au troc et au ticket de rationnement. Sur les marchés de Bagdad, 1 kilo de poisson équivaut à 1/3 du salaire moyen irakien. 6 ans d'embargo, c'est aussi une mortalité infantile accrue de 600% et un état de malnutrition généralisé. La population est meurtrie, ceux qui sont allés là-bas témoignent. On considère que l'embargo pourrait faire globalement 1 million de morts. C'est quelque chose qui n'est pas humainement acceptable. Pour s'en sortir, Bagdad était suspendu à un accord avec l'ONU, la résolution pétrole contre nourriture, qui devait être mise en œuvre dans quelques jours. Alors pourquoi, dans ces conditions, Saddam Hussein a-t-il lancé son offensive sur le Kurdistan irakien? C'est cet homme, ici à gauche, Jalal Talabani, leader kurde de l'UPK, qui a fait appel à Saddam Hussein pour éliminer une autre faction kurde pro-iranienne. Les deux factions se disputent en effet le contrôle du Kurdistan irakien où passe la route des prochaines exportations pétrolières de Saddam Hussein. Car c'est précisément dans cette région du Kurdistan que transite l'oléoduc irakien pour acheminer son pétrole vers la Turquie. Autre hypothèse, Saddam Hussein ne souhaiterait pas voir l'embargo levé, car cela pourrait l'obliger à libéraliser son régime.
Si on lève partiellement l'embargo, les gens vont demander où est l'argent pour la nourriture, où est l'argent pour les médicaments. Ils voudront que la situation s'améliore. Et si ça ne s'arrange pas, ils risquent de rendre le régime responsable de leur souffrance. Avec cette opération, Saddam Hussein montre à nouveau les États-Unis du doigt. Il les désigne comme seuls responsables des misères du peuple irakien. À noter encore qu'en Israël aujourd'hui, comme au plus fort moment de la guerre du Golfe en 91, des centaines de personnes ont fait la queue pour se procurer des masques à gaz en prévision d'une éventuelle attaque de missiles irakiens. Cela dit, il faut se méfier d'une médiatisation excessive des événements en Irak qui reste pour l'instant, il faut bien le dire, limitée à une opération ponctuelle de l'armée américaine. En Belgique, les enquêteurs ont annoncé aujourd'hui avoir retrouvé de nouveaux ossements humains dans une maison que possède le pédophile Marc Dutroux à Jumet, près de Charleroi. Cette macabre découverte intervient après plusieurs semaines de recherche. Cela dit, pour l'instant, les deux corps identifiés lors de ces recherches seraient les corps d'Anne Marshall et de Yeffe Lambrecht, mais pour l'instant, on n'en est pas encore sûr ce soir. Reportage Bertrand Coq, Dominique Merlin. Une fois de plus, l'affaire Dutroux a apporté la mort. Dans ce corbillard blanc, les restes des deux corps découverts ce matin à Jumet, près de Charleroi, dans l'une des maisons du pédophile. Deux corps d'adultes, pour l'instant non identifiés. Les ossements ont été trouvés sous 2,5 mètres de terre, avec l'aide de chiens policiers prêtés par l'Allemagne. Les corps reposaient sous la dalle de béton d'un hangar démonté dans la soirée d'hier, et précisément à l'endroit que Marc Dutroux avait indiqué aux enquêteurs la semaine dernière. Peu après 10 heures ce matin, le médecin légiste de Charleroi arrivait sur les lieux. Il assistait à l'exhumation et procédait aux premières constatations. Le juge aussi était sur place. Et puis peu avant midi, le porte-parole de la gendarmerie confirmait la macabre découverte. On a découvert des ossements vraisemblablement de nature humaine dans le hangar. Si ces restes humains ont depuis été identifiés, en tout cas la justice a décidé de n'en rien faire savoir avant demain. Et la Belgique retient son souffle. On pense évidemment à Anne et Effieux, ces deux jeunes filles dont Dutroux a reconnu l'enlèvement à Ostende l'année dernière. L'affaire n'est pas finie. Le juge qui l'instruit, Jean-Michel Conroth, a quitté Jumet cet après-midi en voiture blindée et sous la protection de 2 hommes de l'ESI, l'équivalent belge du GIGN. Des précautions récentes qui alimentent les spéculations sur les difficultés qu'il y aurait à enquêter sur les crimes de la bande à Dutroux. À noter encore que la justice et la police belge ont rendu visite aux parents d'Anne Marshall et de Yeffe Lambrecht, donc cet après-midi, les deux jeunes filles enlevées en août 1995 par Marc Dutroux, pour les avertir des découvertes opérées aujourd'hui dans la maison de Jumet, sans leur confirmer officiellement s'il s'agissait bien de leurs enfants. Cela dit, ce soir, la télévision belge affirme que des sources proches de la justice affirment donc que les deux corps sont bien ceux de Anne Marshall et de Yeffe Lambrecht. En France, c'est à Chambéry, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel qui a été placé en garde à vue pour être entendu dans le cadre d'une affaire de mœurs. Il est soupçonné de s'en être pris à des jeunes filles mineures, membres d'une association de loisirs dont il est lui-même l'un des responsables. La rentrée des classes maintenant. Aujourd'hui en France, pour 10 millions environ d'écoliers, des maternelles, écoles primaires et collèges. La rentrée n'est pas simplement, vous le savez, l'affaire des enfants, c'est aussi celle des parents. Marie-Pierre Farkas, Philippe Jasselin. Ces matins-là, il fait toujours froid et nous les grands, on se sent tout petits. On s'en va vite pour ne pas pleurer. On veut tous avoir de la nouvelle maîtresse et un peu lâche, on appelle même les papas au secours. Je suis encore plus triste que lui. Un peu angoissé, on a peur que ça se fasse plus ou moins bien, mais bon, on fait confiance. Ils ont une très bonne faculté d'adaptation, les enfants, pas de problème. Oui, on y va. Il a l'air un peu ému. Ah oui, là, vous voyez, il m'a quitté, je suis toute seule en fin de compte, il a retrouvé les copains et les copines, et je crois qu'il est très heureux. Après 2 mois passés avec 4 enfants, là je respire. Mes vacances commencent. Pour les parents, une rentrée, c'est pénible. On a beau se dire que la tristesse des petits est éphémère, on sait qu'il reste 3 longues heures à tuer, inutiles, invivables, à attendre bêtement la délivrance de la pause déjeuner. Oh, ce matin, j'ai rien fait du tout. J'ai tournicoté, puis j'ai attendu 11h10 pour venir ici.
On était un petit peu anxieux ce matin, mais la rentrée apparemment s'est très bien passée. Charlotte est contente, tout va très bien. À quelle heure tu reprends ? Alors pour mettre fin au stress du premier jour, les directeurs d'école ont décidé de s'occuper des parents. Les parents, je crois qu'ils ne s'y font jamais. Pour eux, c'est toujours l'anxiété, peut-être parce qu'ils mettent un peu la pression sur leurs enfants, ils veulent tellement qu'il y ait une réussite, et on les comprend d'ailleurs. Dans ce collège de Sucy-en-Brie, on les a invités à partager le premier repas à la cantine des 6e. Ils ont adoré le poulet pomme sautée, les couverts en inox et l'eau du robinet dans des verres incassables. Ça change du primaire complètement, hein. C'est un peu effrayant, bon, plus pour les parents que pour les enfants. Mais bon, je pense qu'ils vont s'y faire. Allez, tout le monde va s'y faire. Ce soir, 10 millions de parents se sentent comme soulagés. Et après tant d'émotions partagées, c'est sûr, ils vont bien dormir. Dans les zones dites sensibles comme Montfermeil en Seine-Saint-Denis, certains collèges se sont dotés de 2 professeurs principaux au lieu d'un pour mieux assister les enfants dans leur début de scolarité en 6e. Reportage Olivier Caroff, Marie-Pierre Cassignard. 2 par 2 pour qu'on se perde pas. C'est parti pour un grand saut dans l'inconnu. L'école primaire n'est plus qu'un souvenir, le collège un lieu étrange, plein de couloirs, de salles et de professeurs principaux. Ça ne veut pas dire qu'on est plus important que les autres, ça veut dire simplement que normalement, quand il y a un problème, c'est nous qui sommes chargés d'essayer de régler les problèmes. Aujourd'hui, aucun problème. Tout ce qu'attendent les professeurs, c'est que l'univers du collège devienne familier. Au fur et à mesure, on s'habitue. Il n'y a qu'une matière nouvelle et on change tout le temps de classe. On a des responsabilités. C'est plus grand, il y a plus de travail. Et on a plusieurs profs. Et beaucoup de livres aussi. La 6e est devenue à elle seule le cycle d'adaptation à l'enseignement secondaire. Une année capitale dans ce collège de Montfermeil, classé en zone sensible, car c'est là qu'on va devoir prendre des bonnes habitudes. Vous recouvrez vos livres avec du plastique. Si vous voyez qu'ils sont en mauvais état, vous pensez à les recoller. C'est à vous de le faire. La rentrée, on s'en faisait tout un monde. Après une bonne heure et demie en classe, première récréation et premières impressions. On m'avait dit qu'il y avait certains profs qui étaient très méchants, alors j'avais peur. Je voulais savoir comment ils étaient, s'ils étaient sympas ou pas. C'est pour ça, quoi, j'avais peur. Une rentrée sans histoire à Montfermeil, même si dans certains cas, on attend surtout de retrouver maman. Parmi les nouveautés du primaire maintenant, les écoles Charpak, du nom du prix Nobel de physique français qui parraine un nouvel enseignement des sciences dans 83 écoles pilotes. Reportage dans l'une d'entre elles, à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Didier Guyot. Tu demandes les pièces dont tu as besoin, par exemple, il ne te les passe. École primaire Jean Villard à Vaux-en-Velin. Ce matin, pour les élèves de cette classe, la rentrée était synonyme de nouveautés et de découvertes. L'établissement est en effet un site pilote pour une opération baptisée Opération Main à la pâte. Objectif, aller plus loin que les cours théoriques et faire découvrir à travers des manipulations et des expériences la chimie, l'optique, la biologie ou encore la construction mécanique. C'est en démontant, en décortiquant, en construisant que les élèves appréhendent le réel. Au lieu de recevoir quelque chose, on leur dit c'est comme ça, puis voilà. Là, ils doivent le trouver eux-mêmes, ils doivent le tester, ils regardent si ça marche vraiment, ils vérifient. Et du coup, ça approprie beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de sens à ce qu'ils apprennent. C'est bien parce qu'on fait des expériences, au lieu d'apprendre sur un livre, on les fait directement pour confirmer. En chimie, j'avais mis dans un petit pot, j'ai tout mélangé, après ça a éclaté, c'est devenu rose et c'est venu partout. L'enseignement au tableau noir n'est pas fini pour autant. L'expérience ici est vécue comme un complément pratique indispensable. Aux élèves de découvrir un périscope, d'ausculter un réveil, de comprendre une photocopieuse, à eux d'appréhender les rouages de la vie. L'enfant est confronté à une situation, mais ce qui devient important, c'est ce qu'il pourra en retirer pour plus tard. Il n'est pas question de faire des enfants qui seront des hauts scientifiques dans quelques années. Il est question d'avoir des enfants qui réfléchissent. Cette année, 83 écoles participent à l'opération Main à la pâte, initiée par le prix Nobel Georges Charpak. Mais d'ores et déjà, d'autres établissements aimeraient en faire autant. Enfin, si le ministre de l'Éducation nationale est plutôt satisfait de cette rentrée, ce n'est pas le cas des syndicats. Cette année, et ce n'était pas arrivé depuis longtemps, 5 fédérations syndicales de l'enseignement ont d'ores et déjà appelé à une grève le 30 septembre prochain pour protester principalement contre le projet de budget 1997 de l'Éducation nationale. Chantal Quimerlin, Jean-Louis Bousser.
Ils ont réussi à se rencontrer après quelques années de différends. 6 fédérations d'éducation et leurs syndicats affiliés ont voté la grève unitaire contre les restrictions annoncées pour le budget 97 et la suppression de 5000 postes d'enseignants, contre le licenciement de plusieurs milliers de maîtres auxiliaires employés depuis des années. Nous avons vraiment l'impression que l'éducation nationale est à un tournant, que le gouvernement a choisi une orientation qui remet en cause la priorité au service public d'éducation, sa qualité et l'aide aux familles les plus défavorisées. Je pense qu'il faut absolument que nous soyons bien compris des parents d'élèves et de l'opinion publique. J'espère que c'est tout le pays qui va se révolter comme cela. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons choisi cette date du 30 septembre, qui est à la veille de l'ouverture du débat parlementaire. Nous espérons enfin que le pays va se ressaisir à ce niveau. Y compris pour les lycées qui ne feront leur rentrée que la semaine prochaine, la France devrait donc connaître le dernier jour de septembre un mouvement de grève important de la maternelle au terminal. Triste record d'Europe pour la France avec une saisie de 20 tonnes de cannabis sur le port de Rouen en provenance de Colombie. Michel Fine, Bernard Appert. Si la police n'avait pas interpellé les trafiquants, cette herbe de cannabis aurait rapporté à la revente pas moins de 20 milliards de centimes. C'est l'une des plus grosses prises effectuées sur le marché européen. Officiellement, il s'agissait d'une cargaison de jeans. Elle cachait en fait 20 tonnes d'herbe de cannabis. Provenance, le cartel de Cali en Colombie. Traditionnellement, ils étaient déjà dans l'herbe, on les a vus dans la cocaïne, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, ce sont des gens qui ont trafiqué dans l'herbe de cannabis. La drogue était arrivée par la mer dans un container. Le cargo qui la transportait venait d'Anvers, mais les policiers étaient renseignés. Lorsque le bateau est arrivé dans le port du Havre, ils ont discrètement mis en place les surveillances. C'est une affaire de livraison surveillée, plus exactement. C'est-à-dire qu'on a prévenu les autorités que là où ça passait, dans les pays où ça passait, il ne fallait pas intercepter ce conteneur. Du Havre, le chargement a été transporté par la route jusqu'à un entrepôt à Rouen. Les policiers surveillaient toujours. Le 30 août dernier, un camion est venu de Belgique pour récupérer la marchandise. C'est là qu'ils ont décidé d'intervenir. 4 trafiquants de drogue, le livreur, un Colombien, les acheteurs belges et français ont été arrêtés. Quant aux 20 tonnes d'herbe de cannabis, elles seront brûlées, mais par petites quantités. Le travail de l'Office de répression du trafic des stupéfiants qu'on vient de voir en action est un travail de fourmi, fait de recoupement, de collaboration internationale et de filature. À ce propos, voici un document réalisé par un cinéaste qui a suivi pendant des mois et des mois ces policiers dans leurs différentes interventions. Thierry Curtet. L'autoroute entre la Belgique et Rotterdam est depuis 5 ans un terrain de chasse pour les vendeurs de drogue. Pour approcher les clients, toujours la même méthode. À bord de leur voiture, les dealers se portent à la hauteur des automobilistes français ou belges. Ce soir-là, ce sont des policiers belges, français, hollandais qui jouent les touristes. Le contact est toujours très rapide. Plus loin, attendent les puissantes voitures de la police néerlandaise. Les trafiquants et leurs clients se sont arrêtés pour discuter le prix. L'échange de drogue doit se faire dans un autre lieu. Mais dès que la proposition est faite, la police néerlandaise se lance. L'interpellation est rapide. Ces rabatteurs sont la plupart du temps de jeunes Marocains. Ils parlent français, ils n'ont ni drogue ni armes sur eux. Les peines encourues sont donc faibles, mais cela permet ensuite de remonter les réseaux. Ça a pris des grandes proportions il y a déjà 5 ans, mais bon, le tourisme de la drogue, c'est déjà depuis les années 70 que ça existe en Hollande, mais jamais à des proportions aussi grandes comme elles sont maintenant. Ce soir-là, la collaboration des 3 polices européennes a permis l'arrestation de plus de 50 personnes. Mais parfois le résultat n'est pas là. Dans les salons d'un grand hôtel parisien, un premier contact. En jeu, 1 kilo d'héroïne. Pas d'autres asiatiques en vue. Dans la mallette, 450 000 francs. Cela s'appelle un coup d'achat pour infiltrer un réseau. Les contacts dureront plusieurs semaines avant de se rendre compte que le dealer n'a en fait pas la marchandise. D'accord. Autre affaire, cet homme qui arrive de province a un lourd casier judiciaire. Les policiers pensent que dès sa sortie de prison, il a réactivé un réseau de trafic de drogue. La filature commence. Elle va durer 2 mois. Planque, écoute téléphonique. Les policiers antidrogue perdront sa trace plusieurs fois. Et finalement, ils l'arrêteront à son retour d'Amsterdam, chargé. Un assortiment de 6 kilos de drogue. Il faut ajouter que le travail des policiers chargés de la répression du trafic de drogue est parfois remis en cause pour des raisons de procédure.
C'est le cas aujourd'hui à Toulouse. 3 Italiens arrêtés en 1994 en possession de plus d'1 tonne de cocaïne ont été relâchés, la justice condamnant la méthode des policiers qui avaient infiltré le réseau. En bref encore, dans l'affaire des sans-papiers, le ministère de l'Intérieur a finalement régularisé 73 nouveaux dossiers, soit 24 de plus que prévu. Ce chiffre porte à 122 le nombre de dossiers réglés sur 227 à l'étude. Une bombe a été découverte hier soir dans la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, où le pape Jean-Paul II doit se rendre le 19 septembre prochain. L'engin de fabrication artisanale a été désamorcé. C'est le curé de la basilique qui a découvert la bombe hier soir donc. Comment réduire le déficit de la France à 3% pour respecter les impératifs du traité de Maastricht à l'échéance de 1999? Le gouvernement français vient peut-être de trouver une solution miraculeuse, il fallait y penser. C'est l'argent des retraités de France Télécom qui va servir à régler l'addition. Explication, Laurent Bay. Quand la France signe le traité de Maastricht en février 1992, elle est loin de se douter de ce fait incroyable. C'est grâce au téléphone et à lui seul que 5 ans plus tard, le pays sera in extremis au rendez-vous d'une étape cruciale de la construction européenne. Explication, le traité de Maastricht exige que les pays de l'Union aient réduit leur déficit public en 1997 à 3% de leur richesse nationale. Or en France, à cause d'une croissance très faible, on est mal parti pour descendre sous les 245 milliards de déficit. Oui, mais miracle, l'État vient de trouver 37,5 milliards dans les caisses de France Télécom. De l'argent mis de côté par l'entreprise pour payer les retraites de ses agents du téléphone jusqu'à l'an 2000 et même au-delà. L'État se fait donc prestidigitateur. D'une main, il remplit ses caisses d'un seul coup avec tout cet argent. De l'autre, il versera lui-même chaque année ses fameuses retraites. Il s'y est engagé. Il faudra déjà trouver 7 milliards pour l'an prochain et à terme, ce n'est pas une très bonne affaire. Mais ce tour de passe-passe permettra à la France de remplir les exigences européennes pour 1997 sur le fil. Nous retournons maintenant en Belgique, à Jumet, où se trouve notre envoyé spécial Bertrand Koch. On a officiellement identifié les corps découverts cet après-midi, Bertrand. Oui, en tout cas, on a maintenant une confirmation officielle de l'identité des 2 jeunes filles, Anne et Effieux. C'est bien ce qu'on craignait, ce sont donc elles dont on a retrouvé les corps cet après-midi. La confirmation vient du plus haut niveau. Elle a été faite il y a un instant par le Premier ministre belge qui a parlé d'un lâche assassinat. Mais depuis quelques jours déjà, les parents d'Anne et d'Effieux avaient perdu tout espoir de retrouver leur fille vivante. Merci Bertrand pour ces précisions. Je vous rappelle donc que ces 2 jeunes filles avaient disparu en août 1995 et que Marc Dutroux, le pédophile arrêté, avait reconnu avoir procédé à leur enlèvement. De brève encore en matière de politique intérieure française, l'ancien Premier ministre M. Raymond Barre apporte son soutien à la politique d'Alain Juppé. Il estime qu'elle est conforme aux réalités du moment. C'est ce qu'il a déclaré à l'issue d'un déjeuner avec le Premier ministre aujourd'hui. Et puis encore Bernard Tapie qui a donc officiellement démissionné aujourd'hui mardi de son mandat de député des Bouches-du-Rhône comme il l'avait annoncé la semaine dernière. Les temps passent et les modes aussi. Carnaby Street à Londres est à vendre. La rue la plus célèbre des années 60 pour sa mode excentrique ne fait plus recette. Et le groupe hollandais, propriétaire des immeubles, veut s'en débarrasser. Nostalgie donc avec Étienne Lénart. C'était l'âge d'or, l'époque où les Beatles et les Rolling Stones se fournissaient chez John Stephen. Carnaby Street vivait un rêve, en noir et blanc et en couleur. Les modes naissaient ici, sur 3 hectares de rue pavée, où les voitures avaient encore accès, et des dizaines de boutiques engrangeaient les millions. 30 ans après, Carnaby Street a pris des rides et ne fait plus guère illusion. Les magasins d'alors ont laissé la place et les rares qui sont restés entretiennent la nostalgie. Il y a plein de gens qui viennent ici et qui pensent trouver de vieux groupes de pop music. Mais évidemment, ces groupes ont tous vieilli. Ils ont atteint la cinquantaine. On ne vient plus ici qu'en touriste. Des millions de personnes passent chaque année dans Carnaby Street, avides d'humer cette ère des 60s que vantent les guides de vacances et que la plupart d'entre eux n'ont pas connue. Ils en sont pour leurs frais. Il n'y a que des touristes, il n'y a aucune ambiance. Je trouve qu'il y a un complet changement quand même. Ce n'est plus la même chose. Enfin, je n'y étais pas, mais... Vous attendiez à trouver autre chose? Un tout petit peu, ouais. Je suis un peu frustré, quoi. Ultime signe des temps, l'ensemble est à vendre. Voici l'un des heureux propriétaires. Les édifices sont à lui. Le langage est donc de circonstance.
Je pense que commercialement, c'est une meilleure affaire qu'il y a 30 ans. Dans les années 60, il y avait des voitures partout. Aujourd'hui, c'est une rue piétonnière, on peut se promener librement sans avoir peur de se faire écraser. Avis aux amateurs, les 93 immeubles de Carnaby Street sont mis à prix 560 millions de francs. L'atmosphère est gratuite, mais elle a changé. En France, la firme de chaussures Bailly a été placée en redressement judiciaire jusqu'à mars prochain. Pour l'instant, les activités vont donc continuer. Pour ce qui concerne la société Myris, un autre chausseur, un industriel de Limoux a présenté un plan de reprise qui devrait préserver environ 700 emplois sur les 1100 actuels. Les Galeries Lafayette ont 100 ans. Ce magasin du centre de Paris est sans doute le plus connu dans le monde et depuis 100 ans, il s'est toujours passé quelque chose dans ce magasin. Geneviève Moll, Pascal Puyot. 1896. Le petit magasin créé par Théophile Bader, 76 mètres carrés rue Lafayette. Les femmes pouvaient déjà y farfouiller. Pendant un siècle, elles ne s'en priveront pas dans ce magasin qui grandit très vite et devient le temple de la mode et de l'air du temps. Toutes adorent y chiner et elles viennent du monde entier, la plupart du temps accompagnées. Je suis ici avec ma femme et je pense qu'ici on peut trouver les choses que vous ne pouvez expliquer parce que c'est les places extraordinaires. J'habite la province et à chaque fois que je viens à Paris, je passe d'abord aux Galeries Lafayette. Il faut dire que depuis un siècle, le magasin à la fabuleuse verrière de 1912 a eu le temps de se faire connaître. La politique de communication, comme on dit aujourd'hui, a commencé en 1919 avec l'avion d'un fou volant, Jules Védrine, qui s'est posé sur le toit des galeries. Puis les expositions de mode se sont succédées jusqu'à celle qui doit s'ouvrir dans quelques jours avec des mannequins portant les sous-vêtements et les vêtements du futur. À travers ce magasin, c'est l'histoire du siècle qu'on feuillette ou qu'on feuillettera. C'est un résumé des temps modernes. Et si ce canyon plaise, on devenait une cité engloutie, eh bien je pense que dans un millier d'années, on retrouverait exactement notre civilisation au travers de ce grand magasin. On dirait alors que les femmes avaient bien de la chance de pouvoir rêver dans de pareils lieux. En sport, il n'y a plus de Français au tournoi à l'Open de tennis de New York, puisque Guy Forget vient d'être éliminé en 8e de finale par l'Espagnol Gorreta, battu en 3-7. Festival du cinéma américain à Deauville, présentation du film Droit de tuer, l'histoire d'un père de famille noir qui se venge de deux hommes qui ont violé sa fille, avec Sandra Bullock, Kevin Spacey qui s'était fait connaître auparavant dans un film qui avait eu un grand succès, Usual Suspect, Nicole Cornu-Langlois, Jean-Louis Molin. I figure there's a lot of people out there tired of all the raping, killing. They'd be sympathetic to a man who took the law in his own hands. Un jeune avocat défend un père meurtrier des violeurs de sa fille. Face à eux, un autre avocat impitoyable. No, sir. Do you think two men who rape a child should be free in 10 years? No, sir. Do you think two men who hang a child should be free in 10 years? No, Les avocats sont très semblables aux acteurs, vous savez. Chacun réussit une forme de performance pour convaincre un public ou un jury que son point de vue est le bon. Une juriste redoutable se joint à la défense. C'est l'énergique Sandra Bullock. I'm top 5% of my class. I'm editor of the Law Review. I'm published. I am young, and when I graduate, I intend to spend a glorious career stomping out the death penalty. See what else. So see, you'll be getting me on the way up, and I really think, now is a good time to, grab me. J'ai beaucoup appris avec ce film. Je pense comprendre la passion de ce jeune avocat, le désir qu'il a de changer le monde et la frustration d'avoir à affronter toujours les mêmes préjugés. America is a war, and you on the other side. Le réalisateur Joel Schumacher s'est inspiré d'un livre de John Grisham sur un fait réel dans le Mississippi. Je ne crois pas que l'on ait le droit de tuer quelqu'un d'autre. Mais il est très difficile de condamner un parent qui venge le meurtre de son enfant. C'est difficile de le pointer du doigt et dire « ce que vous faites est mal ». Comment résister à la tentation de rendre sa propre justice?
Le droit de tuer, c'est l'un des thèmes de réflexion de ce film sur la violence, le racisme, les valeurs traditionnelles. Autant de sujets d'actualité qui ne peuvent laisser indifférents ici ou ailleurs. Voilà pour l'actualité. Avant de nous quitter, retour sur la rentrée des classes aujourd'hui pour près de 10 millions d'enfants. Quelques images volées ici et là et qui rappellent que chaque année, les enfants changent et restent les mêmes. Voilà, dans quelques instants, la météo, Sophie Davant, orage violent sur le sud-est et du soleil ailleurs, température de saison sur l'ensemble du pays. 20h50, La folie des grandeurs, le film de Gérard Houry avec Alice Sapritch, Louis de Funès et Yves Montand. Rire assuré. 23h55, le dernier journal, Philippe Lefebvre. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra l'écrivain Michel Coutouzy sur les problèmes de drogue. 13h, Patrick Chen. Quant à moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.